Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. Deuxième épisode, l'enfant. Depuis quelque temps, des événements aussi étranges que terrifiants surviennent dans les montagnes de l'île de Panthès. Alors qu'un berger veille sur son troupeau aux abords de celle-ci, un curieux citadin vient à sa rencontre et lui fait part de son intention de s'aventurer dans les hauteurs surplombantes. Ce dernier confie au berger qu'il a déjà été en lien, une fois, avec la divinité maléfique qui rôde dans les alentours. Après un temps d'hésitation, il se décide à raconter son histoire au berger. Tu l'auras peut-être deviné, je ne suis pas originaire de Panthès. J'ai grandi très loin d'ici, dans la vallée où coule le fleuve Ézote, par-delà la mer d'Oran. Mon père était un pauvre homme qui ne possédait ni bétail, ni terre à cultiver. Il était pêcheur et tirait avant tout sa subsistance du fleuve au fond duquel, disait-il, réside un dieu lunatique dans son armure d'écailles bleues et or. Toute ma jeunesse, j'appris à révérer comme à redouter cet être divin, dont la survie et le bonheur des miens dépendaient. La plupart du temps, celui-ci roulait une onde claire et riante. Mais il lui arrivait aussi de se couvrir subitement d'écume et de déborder de son lit. Il vomissait alors de la boue, en quantité, ainsi que les cadavres de créatures en tout genre. Ces eaux capricieuses furent tout l'héritage que me laissa mon père en mourant. Il aurait souhaité que je poursuive l'existence sédentaire qu'il avait menée dans cette vallée. Mais bientôt, le désir de connaître de nouveaux horizons se fit jour en moi et ne me quitta plus. Je voulus descendre le fleuve pour voir de mes propres yeux ces mystérieuses plaines aquatiques que les voyageurs venus de la côte m'avaient tant de fois décrites. Elles apparaissaient dans tous mes rêves, rugissant et étalant à perte de vue leur masse formidable. Sitôt la décision prise de quitter la vallée de mon enfance, je m'embarquai sur un navire de passage et, une fois parvenu à l'embouchure du fleuve, je fus engagé en qualité d'apprenti marin sur un navire marchand. Parmi les îles prospères qui parsèment la mer d'Oran, j'appris à dompter les vents, à manier un gouvernail ainsi qu'à m'orienter grâce aux étoiles. Une expédition en appelant une autre, je sillonnais ainsi pendant 15 ans ces étendues marines. Durant cette période, il est vrai que souvent je me greffais à des bandes de marins peu scrupuleux, que le commerce du vin, des figues et de l'obsidienne attiraient éperdument. Des pirates. Un jour que je faisais route vers l'île de Deneb, à bord d'un navire transportant une importante cargaison de vin et d'encens, le capitaine, un homme d'une stature impressionnante, décida de faire une courte escale sur l'île de Kia. Il prétexta un ravitaillement en eau qui, à l'en croire, s'imposait si nous voulions poursuivre notre route vers le sud. En fait, ce genre d'expédition dans les terres était surtout l'occasion pour les scélérats qui infestaient les équipages comme le nôtre de se livrer en toute impunité à la rapine. Le soleil était en train de se lever. Kerno, c'est ainsi que se nommait ce capitaine, scruta d'abord pendant un certain temps les rivages que nous longions. La chose était cependant malaisée, car des amas vaporeux commençaient à se former çà et là, entre le navire et la côte.
comme si cette dernière avait cherché à se protéger des regards perçants que lui lançaient les pirates. Mais cette mise en garde que la divinité déjà nous adressait, hélas, ne fut pas perçue. Et lorsqu'enfin il jugea que nous nous trouvions face à une contrée suffisamment éloignée des grandes villes et de leurs garnisons, le capitaine donna l'ordre d'accoster. Nous mouillâmes donc dans une petite baie écrasée de brouillard. Celle-ci était flanquée de falaises d'une blancheur d'ivoire, qui me faisait penser à d'austères sentinelles gardant l'entrée d'un sanctuaire. Quand le navire fut bien fixé, le gros de l'équipage, mené par Kerno, s'empressa de descendre dans les canots et se mit à ramer avidement jusqu'au rivage. Une fois débarqué, je reçus avec quelques-uns l'ordre de surveiller les embarcations et d'attendre le retour de la troupe. Bientôt, celle-ci s'enfonça dans la brume en direction des bosquets surplombants, toute pénétrée de son noir dessin. Le temps passa. J'arpentais la plage avec nervosité. Un sentiment de peur affluait et refluait continuellement en moi sans que je parvienne à en saisir nettement la cause. J'espérais pour les habitants de cette contrée que les pirates renonceraient à leurs recherches avant d'avoir eu l'occasion de commettre un crime quelconque. Enfin, alors que j'observais les falaises à l'apparence de gardiennes colossales, j'entendis des voix qui provenaient des bois. C'étaient les marins, déjà de retour. Mes prières avaient-elles été entendues ? Au loin, leur silhouette mesquine émergeait hâtivement d'une nappe de brume qui flottait au-dessus de la grève encore endormie. À l'est, le soleil distillait une clarté mystérieuse qui conférait à la mer une pâleur singulière. Je fis signe aux quelques hommes restés avec moi d'apprêter les canots en vue d'un départ imminent. Puis je me tournai à nouveau en direction de la troupe surgie de la brume. Je les distinguais désormais plus nettement qui avançaient d'un pas furtif vers moi, transportant pour la plupart de larges outres gonflées d'eau. Un détail me frappe. Le géant Kerno, en tête de file, enserre de sa main énorme le bras minuscule d'un enfant qui semble se traîner non sans peine derrière lui. Je fronce les sourcils à la vue de ce curieux duo que les autres hommes semblent épier avec un sourire mauvais. Mais pourquoi se hâtent-ils ainsi ? Je scrute nerveusement les bosquets alentour, comme s'ils renfermaient une présence hostile, prête à se déchaîner à tout moment contre la troupe des porteurs. Et il me semble soudain qu'une rumeur, à peine perceptible mais fort troublante, descend des falaises voisines et fond sur nous. Et je crois reconnaître des cris de femmes en proie au délire. Je ferme les yeux, et mon esprit est aussitôt assailli de visions terrifiantes. Visions de chair crue qui bourdonne, quelque part au détour d'un sentier montagneux. Une tête solitaire se dessèche sous un ciel d'un bleu pur. Je me passe la main sur les yeux pour chasser ces images si effrayantes. Et mon cœur bat à toute allure. Je le sens. Des forces obscures et redoutables rôdent dans les hauteurs de cette terre inconnue. Des forces avec lesquelles de simples marins comme nous ne doivent chercher aucunement à entrer en contact. Sordides ces visions. Mais où donc ont-ils été dénichés ce garçon ? Patience, berger.
Lorsque je me tourne vers la troupe, je suis immédiatement frappé par la grâce sauvage de l'enfant qui se tient devant moi et semble chercher à se dégager de l'emprise de son ravisseur. Tout en gardant jalousement près de lui ce qu'il s'imagine alors être une prise alléchante, Carnot nous presse de monter sans plus attendre dans les canots. Mais je ne peux pas détacher mes regards de l'enfant. Ses gestes brusques, qui m'étaient d'abord apparus comme une tentative de rébellion contre le géant, attirent mon attention sur son visage, d'une beauté supérieure et troublante. Je remarque avec une stupeur mêlée d'inquiétude que ses lèvres de corail sont imprégnées de taches de vin. Ses regards paraissent glisser sur les êtres et les choses qui l'entourent, comme s'il n'avait que très vaguement conscience de leur présence. Il semble n'avoir jamais cessé de rêver depuis qu'on l'a enlevé. Drapé dans une tunique de couleur pourpre, il titube au milieu des marins au regard mauvais. Quoiqu'il me fasse penser aux vieux ivrognes de mon pays, il m'apparaît de plus en plus que cet être, pour le moins étrange, n'est pas un mortel. Mais déjà Carnot hisse l'enfant sur un canot et filant vers le navire, s'empresse de le mettre en lieu sûr. Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. 2e épisode. Avec Fan Montet, la narratrice, Paul Bégri, l'inconnu, Jean Salmon, le berger. Texte et musique originale, Gabriel Régnier. Prise de son et mixage, Hugo Van Mol. Bruitage et montage, Hugo Van Mol et Gabriel Régnier.